Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la Volvo S60. La suspension avant est assez solide et simple, la boule et les blocs silencieux sont remplaçables, bien que ceux d'origine ne soient pas bon marché. Lorsqu'il est correctement assemblé et tiré sous charge, la première chose qui tombe en panne est le silencieux arrière du levier avant et la biellette stabilisatrice. Les balles échouent moins souvent. Après 150 à 200 000 km, le support de jambe de force, les roulements et le tampon à ressort peuvent généralement devoir être remplacés. La nuance est que la plaque de support de roulement sur les voitures après 2004 n'est pas peinte et rouille très fort, et sa forme a également changé, elle collecte la saleté sur le plan supérieur, ce qui contribue à la corrosion à la fois de la coupelle de suspension et de la plaque elle-même. Lorsque vous utilisez un produit non original de haute qualité, le coût des réparations est faible, mais si vous installez uniquement un OEM, le prix rendra nerveux même les fans du nouveau premium allemand. Le levier coûte 120 €, la rotule 50 €, un ensemble support de jambes de force et amortisseurs coûte 200 autres. N'oubliez pas également de changer les jambes de force du sous-châssis, elles durent environ 200 000 maximum. Mais comparé au prix des dépenses et des travaux sur la suspension arrière, ce sont des bagatelles. Volvo possède son propre multibras arrière, un original, avec jusqu'à 4 leviers par côté. À première vue, tout va bien, toutes les pièces silencieuses sont remplaçables, la durée de vie de l'ensemble de la structure était de plus de 100 000 avant les premières grosses réparations. En fait, il n'y en a pas beaucoup de non-originaux de haute qualité, la suspension n'aime vraiment pas les surcharges, et même le faux châssis massif en aluminium se corrode au niveau des points de fixation, devenant inutilisable avec le temps, et les ressorts sont franchement plutôt faibles. Et bien que les silent blocks soient remplaçables, il y en a 9 de chaque côté, et ils coûtent 20 à 30 € pièce, si vous prenez OEM. Le boulon de carrossage va définitivement tourner au vinaigre et le reste des fixations ne durera pas non plus éternellement. Pour les voitures utilisées dans des régions très humides et avec une abondance de sel sur les routes, et ce n'est pas seulement Saint-Pétersbourg et Moscou, le bras de support inférieur arrière peut pourrir au niveau des points d'installation du ressort, entraînant la formation de fistules. Ajoutons ici la nécessité de resserrer et de remonter la suspension uniquement sous charge et un tas de nuances de montage. Le constructeur propose aux concessionnaires d'acheter un tas d'outils spéciaux, sans lesquels il est difficile d'assembler correctement la suspension sur un ascenseur. Pour que les ressorts ne s'envolent pas, lors du remplacement, il est nécessaire de charger la suspension avec une jambe de force hydraulique, en contrôlant la déflexion des ressorts avant le serrage. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi la suspension des Volvo de cette génération ne dure pas très longtemps après les réparations et qu'elle facture beaucoup d'argent pour les réparations. Un certain nombre de voitures supplémentaires sont équipées de la suspension Monroe forcée, c'était une option disponible sur n'importe quel niveau de finition riche. Les amortisseurs d'une telle suspension comportent une électrovanne commandée par un boîtier séparé. En plus des blocs et du câblage supplémentaire, les amortisseurs eux-mêmes sont 3 fois plus chers que les ordinaires, non plus 120 €, mais plus de 300, et il n'y en a pas d'originaux. Et s'il ne s'agit pas d'une voiture de collection, le système ne fonctionne généralement plus. Volvo n'a traditionnellement pas de chance avec les racks. Il semble qu'il s'agisse d'une direction assistée ordinaire, de crémaillère ZF et SMI. Il est impossible de déterminer clairement laquelle, elles sont interchangeables, mais pour une raison quelconque, il y a des pannes régulières. Le ressort de pression du craqueur sur les rails SMI est corrodé, même si l'on ne sait pas clairement d'où vient l'eau. Le remplacement du ressort résout généralement le problème de cognement. Le remplacement des bagues latérales et des joints d'huile est moins souvent nécessaire. Heureusement, les joints sont réparés et renforcés, et toutes les opérations s'effectuent sans retirer la crémaillère de la voiture. Certes, il existe un risque de rayer l'arbre de la crémaillère si cela est effectué avec négligence. C'est plus difficile avec les crémaillères ZF, en plus des problèmes avec les bagues latérales, l'arbre d'entrée lui-même casse souvent et les sièges des joints d'étanchéité s'usent. L'emplacement du support n'est pas très bon, la saleté vole et s'accumule sur le corps de la bobine, provoquant la corrosion du corps et des tubes. En conséquence, les réparations, voire les remplacements du rack sont monnaie courante pour le propriétaire du S60. Une fois toutes les quelques années, quelque chose se produit toujours, soit une fuite, soit un coup, et tout dépend alors de ce qui a été réparé et comme dans le rack plus tôt. Il existe encore des chances de trouver un rail encore vivant, pour un prix inférieur au coût de réparation, mais cela est temporaire. Si vous décidez de réparer,
Des tiges et des arbres pour crémaillère de tout type sont en vente sur un site web chinois lorsqu'ils sont restaurés clé en main dans un service hydraulique. Ces mêmes pièces coûtent généralement un ordre de grandeur plus élevé. En conclusion, au problème de crémaillère, ajoutons le jeu et le mordant du joint universel, le cognement de la colonne de direction et le gel du mécanisme de verrouillage de la direction. En général, il y a de manière inattendue beaucoup de tracas dus à la direction. Les fuites des joints de boîte de vitesse, ainsi que des engrenages coniques et de l'essieu arrière sur les versions à transmission intégrale, constituent malheureusement un problème traditionnel, mais facilement réparable. Les joints homocinétiques durent longtemps, mais les dommages aux antères se produisent relativement souvent. Les variateurs d'origine sont fournis uniquement assemblés, mais en fait, le remplacement des joints homocinétiques externes n'est pas un problème, les joints non originaux suffisent, mais les internes sont plus difficiles à sélectionner. Les codes croisés sont généralement erronés. De nombreux catalogues électroniques indiquent dans la liste de compatibilité que les joints homocinétiques eux-mêmes et les fourches de trépied sont généralement de mauvaise taille. La bonne nouvelle, il en existe encore des adaptés, mais si vous le souhaitez de manière rapide et fiable, il est plus facile d'acheter un disque d'occasion complet. S'il y a un bruit sourd lors du démarrage à l'arrêt ou lors de l'engagement de dés dans la transmission automatique, vérifiez le serrage des boulons du moyeu et l'état des cannelures. Les boulons sont dévissés et les cannelures sont légèrement cassées. Il existe plusieurs types de boîtiers mécaniques. Tout d'abord, il s'agit des M56 et M58 à 5 vitesses, ou M66 à 6 vitesses, que Getrag a fabriqué sur commande auprès de Ford. Le M66 à 6 vitesses, installé sur les voitures diesel d'une capacité de 160 chevaux et les versions essence suralimentées les plus puissantes, est une chose assez puissante. Lorsque vous exécutez plus de 200 charges régulières ou très élevées, les roulements tombent en panne, et si vous ne changez pas l'huile à temps et ne la chargez pas sur l'autoroute, la 6e vitesse tombe également en panne. Mais dans l'ensemble, la box est assez fiable. L'un de ses inconvénients spécifiquement sur la Volvo S60 est un embrayage infructueux avec une ressource très courte. Il dure 30 000 à 50 000 et le volant bimasse ne dure pas non plus longtemps. Le prix de ces boîtiers est très élevé. Les bonnes versions, transmission intégrale, coûtent plus de 500 €, et elles sont rares, puisque le problème le plus courant est la destruction des cannelures et des engrenages coniques, et du boîtier dans son ensemble. Version à roue motrice. Les transmissions des séries M56, M58 sont d'anciennes transmissions manuelles de conception propre à Volvo, et elles sont généralement encore plus fiables que la M66. Les roulements durent plus longtemps, sauf que les synchroniseurs sont faibles, ils sont changés tous les 180 à 200 000 pour un fonctionnement normal. Eh bien, avec un kilométrage de plus de 400, vous ne verrez pas de tels chiffres sur le compteur kilométrique, mais il existe de nombreuses voitures avec un tel kilométrage réel. La transmission commence à craquer lors du changement de vitesse en raison de dents de travail cassées des accouplements et des engrenages. Ce qui est intéressant, c'est que cela peut également être réparé. Il suffit de meuler les dents des accouplements pour créer un profil pointu normal. Les garnitures de fourche usées doivent également être changées lors de ces courses. Les boîtes ne sont pas bon marché à réparer. Si vous prenez des pièces détachées neuves, un jeu de synchroniseur coûtera plus de 250 €, et les arbres et accouplements sont encore plus chers. Mais en acheter un d'occasion n'est pas un problème. Vous pouvez même trouver un M59 renforcé d'un Volvo 850 T5R. Les M56 les plus populaires coûtent entre 120 et 150 € en bon état. Et le dernier plus, le volant d'inertie de ces caissons est ordinaire et non bimasse. Certes, il n'y a pas de choix d'embrayage particulièrement puissant, c'est donc pour certains une raison de changer la boîte de vitesse en une boîte de vitesse à 6 vitesses. Deux types de transmission automatique étaient proposés pour la première génération de S60, Aisin AW55 à 50 à 5 vitesses, et leur version améliorée, AW55-51SN, et Aisin TF80SC à 6 vitesses, apparue après restylage et uniquement sur les moteurs diesel. Dans les deux cas, Volvo était le principal client du projet de transmission automatique japonais et recevait des boîtiers avant leur apparition de la part de concurrents, et recevait en même temps des boîtiers avec leur corps de valve spécifique. Toutes les unités à 5 vitesses fonctionnent avec un refroidissement par huile dans un échangeur de chaleur de radiateur standard, et sur les voitures de toutes les années de production, il y avait des problèmes avec l'antigel pénétrant dans l'huile. Heureusement, ils sont rares. Dans les boîtes de vitesse à 6 rapports, le refroidissement est assuré via un échangeur de chaleur déjà présent sur la transmission automatique elle-même. L'efficacité du système de refroidissement est de toute façon assez faible.
Tous les types de boîtiers du S60 en ville en été chauffent facilement à des températures supérieures à 100 à 115 degrés. Les transmissions automatiques à 5 vitesses des séries 55 à 50 et 55 à 51 diffèrent principalement par le corps de soupape. Dans ce dernier, il est plus fiable et peut changer de vitesse manuellement, et sa partie mécanique est également légèrement modifiée. Les principaux problèmes de ces transmissions automatiques sont associés à l'usure des canaux à plaques et des solénoïdes du corps de soupape résultant du travail avec de l'huile sale. Tous les solénoïdes linéaires sont particulièrement concernés. Ils ne sont pas nombreux dans la boîte, 3 d'entre eux, SLT, réglage de la pression totale de fonctionnement, SLU, réglage de la pression de blocage du convertisseur de couple, GDT, et SLS, réglage de la pression de fonctionnement totale. Pression de commutation. C'est le dernier qui s'use en premier. Un problème typique des Volvo sont les fuites de pression dans les pistons dues à une surchauffe systématique. L'usure des joints du fût C1, C2 ajoute un peu de soucis. Si les problèmes sous forme de choc ne sont pas éliminés immédiatement, alors usure des bagues, bosse sur la surface des tambours 4/5 et 1/2, marche arrière, rupture des anneaux de verrouillage, brûlure des embrayages et de la bande de frein, ainsi que l'usure de la pompe apparaissent. Les pannes de la partie mécanique sont presque toujours associées à une surcharge due à la panne du groupe électro-hydraulique et à une diminution de la pression de fonctionnement et des produits d'usure entrant dans le caisson. Eh bien, si vous prenez quelques pas en arrière, la cause de l'usure du corps de soupape, de la contamination par l'huile et de la chute de pression est l'usure des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz et la contamination ultérieure du filtre interne de la boîte. Les algorithmes de verrouillage lui permettent ici de fonctionner avec un verrou coulissant, notamment dans les premières versions de la box, ce qui affecte négativement sa ressource. Heureusement, ces boîtiers sont désormais bien maîtrisés en réparation et sont assez simples même pour une auto-reconstruction. Heureusement, il existe des kits de réparation pour les groupes hydrauliques et la mécanique. Mais toute version de la transmission automatique a peur de la surchauffe et de l'huile sale, elle doit donc être changée très souvent, tous les 30 000 à 40 000 km. De plus, il est conseillé d'installer un filtre externe dans le système de refroidissement d'huile et un grand radiateur. Cela réduira la température de fonctionnement de 100 à 115 degrés à un niveau sûr de 70 à 90. Malheureusement, avec un système de refroidissement standard et sans vidange d'huile fréquente, les moteurs à 5 vitesses pourraient parcourir un maximum de 120 à 180 000 km. Cela ne semble pas si grave, mais avec un service régulier, ils fonctionnent beaucoup plus longtemps et de manière plus cohérente. De nos jours, la plupart des coffrets ont subi au moins une réparation, et ce n'est pas le kilométrage absolu qui compte, mais la qualité de la réparation et les conditions de fonctionnement après. La transmission automatique à 6 vitesses TF80SC diffère considérablement de la transmission automatique à 5 vitesses tant par l'hydraulique que par la conception de la partie mécanique. Ce dernier est devenu plus solide, il résiste mieux aux chocs et autres problèmes dus aux pannes du groupe hydraulique. Le taux de contamination par l'huile par les produits d'usure des garnitures de blocage du moteur de la turbine à gaz est plus faible dans un mortier 6, toutes choses égales par ailleurs. Et pourtant, en général, les problèmes avec la boîte sont les mêmes, mais ils apparaissent à kilométrage élevé. La contamination de l'huile par les produits d'usure du moteur à turbine à gaz entraîne des pannes du corps de soupape, qui terminent indépendamment la partie mécanique en raison d'une diminution critique de la pression. Certes, le TF80SC avait également un problème supplémentaire avec l'usure rapide des garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz. Certains coureurs les portaient au kilométrage de 120 000, et en même temps le roulement est tombé en panne, ce qui a immédiatement causé des problèmes de virage. Le manchon de pompe à huile. Un nouveau problème supplémentaire était les joints d'arbre du tambour C1, dont les anneaux en téflon s'usaient assez rapidement dans l'huile sale après 150 000. Une fuite de pression dans cette unité pourrait menacer le fonctionnement normal de la boîte. En 2015, de nouveaux anneaux avec serrure sont apparus en vente, ce qui a permis d'éviter une perte de pression rapide due à l'usure. De plus, il convient de noter que si vous changez l'huile, vous devez remplir soit la Toyota WS d'origine, soit en sélectionner une meilleure, mais avec la même viscosité. Les huiles moins visqueuses sont contre-indiquées pour les nouveaux types de boîtes de vitesse TF80SC. Le corps de soupape d'une boîte de vitesse à 6 vitesses est devenu beaucoup plus complexe que celui d'une boîte de vitesse à 5 vitesses, et les tests au banc ne révèlent pas de problème de manière aussi fiable. De plus, il convient de noter qu'il est assez difficile de trouver une station-service capable de diagnostiquer le TF80SC. Aisin, contrairement à ZF,
ne dispose pas de services de marque en Russie, et les fabricants de boîtiers, de grande envergure, n'ont pas de support et vous recommanderont de tout changer. Mais il y a une bonne nouvelle, le groupe hydraulique peut être installé, par exemple, à partir d'un Land Rover Freelander 2, il s'adapte sans problème à ce boîtier et est bien plus fiable que celui de Volvo. Les véhicules à traction intégrale ont traditionnellement plus de problèmes. Comme mentionné ci-dessus, les cannelures de la boîte de vitesse et de l'engrenage conique sont souvent coupées et la bague elle-même se détériore, elle ne peut souvent pas être retirée de l'axe différentiel même avec une presse. C'est bien si combiner une presse avec de la chaleur peut aider, mais parfois seul un broyeur peut vous sauver. Le plus souvent, une acidification morte se produit sur les voitures équipées de la Ford M66, où les arbres sont constitués de quelque chose qui rouille rapidement lorsqu'il est exposé à l'humidité. Sur Aisin, les arbres sont améliorés. Le modèle Volvo S60 était équipé uniquement de moteurs de la gamme de moteurs modulaires de Volvo, essence et diesel. Au moment de la sortie du S60, il s'agissait déjà d'une série assez éprouvée. Elle a fait ses débuts sur le modèle 850, il n'y a donc pas de solution de pointe ici. En général, la série Modular Engine est modulaire car elle comprend des moteurs de 4 à 6 cylindres, mais la S60 n'a que des options à 5 cylindres. Tous les moteurs sont dans un bloc d'aluminium unifié avec des chemises en fonte. Les culasses des versions S60 sont strictement à 20 soupapes. Entraînement de distribution, courroie. Toutes les versions de moteurs à essence ont un régulateur monophasé, et sur presque toutes les versions après restylage, il existe déjà des régulateurs biphasés. Seuls les moteurs diesel ont des compensateurs hydrauliques dans l'entraînement des soupapes. Les moteurs à essence n'en ont pas, bien que les moteurs plus anciens de la série en aient, y compris ceux à 20 soupapes. Les thermostats sont partout ordinaires, non réglables, les collecteurs d'admission sont relativement simples, bien que les moteurs diesel de deuxième génération et certains moteurs essence après restylage aient même des amortisseurs à géométrie variable, comme, en principe, tout le reste. Tous les moteurs ont une très mauvaise conception de synchronisation. La courroie de distribution elle-même et les rouleaux sont assez fiables, mais la courroie d'entraînement des unités supplémentaires, lorsqu'elle est séparée, est presque garantie d'être tirée sous la courroie de distribution, car la conception de la poulie et du carter de Villebrequin n'interfère pas avec un tel développement de l'événement. Les propriétaires installent souvent un protège-courroie ou un couteau, un support qui empêche les débris de pénétrer sous la courroie de distribution, ou améliorent la poulie et le carter dans le même but en installant une plaque de protection. Tous les moteurs de la série sont assez chauds, même les moteurs diesel, et n'aiment absolument pas la surchauffe. La moindre surchauffe, et immédiatement les couvre-culasses, la culasse elle-même et, dans les cas plus graves, le lit du Villebrequin se déforme également. Il n'y a pas de joint entre les composants principaux du moteur, tous les couvercles sont fonctionnels, même le carter, il y a une prise d'huile et à la jonction avec le bloc il y a des canaux de lubrification du Villebrequin. Le design était en avance sur son temps à bien des égards. Dans les années 90, il était tout simplement fantastique. Il est intéressant de noter que les moteurs sont assemblés presque sans raccord, tout est sur des pinces classiques, et tous les élastiques ici sont peu coûteux. Même si la qualité s'avère pas très bonne, vous pouvez toujours le remplacer à moindre coût, pour environ 30 € pièce, sauf les tuyaux du chauffage. Les radiateurs sont presque tous faibles, le condenseur du climatiseur se pèle beaucoup, perdant ses nids d'abeilles, l'espace entre lui et le radiateur principal se bouge très facilement. Les versions turbocompressées ont un sandwich, une cassette de 3 radiateurs, très mal ventilée, se salit facilement et nécessite un lavage régulier. Pour les versions atmosphériques, rien ne vous empêche de déplacer le radiateur principal de quelques centimètres à l'intérieur du compartiment moteur pour améliorer la ventilation. Dans le même temps, la ressource du ventilateur du radiateur pourrait être économisée, il coûte plus de 350 € dans l'original, et Bosch, généralement 750. Le ventilateur dure 8 ans, alors des surprises sont possibles. Au lieu de remplacer l'ensemble, vous pouvez essayer de vous débrouiller en remplaçant les roulements, les balais et le boîtier de commande. Pour une raison quelconque, le bloc a été placé directement sur le moteur électrique. En conséquence, les condensateurs électrolytiques du contrôleur de modulation de largeur d'impulsion meurent, suivis des transistors MOSFET, et la carte est corrodée par l'électrolyte. En même temps, de l'humidité s'y infiltre, ce qui achève la soudure des contacts à l'extérieur. Le moteur a un très mauvais collecteur moteur, il peut rester bloqué même avec un régulateur complet. Il est inutile d'y grimper sans des mains habiles.
Devinez pourquoi ils installent un ventilateur lorsqu'il tombe en panne en Russie? C'est vrai, de Schnivy. Comparé au moins cher non original à 170 €, il est plus puissant et fiable. Eh bien, l'électronique complexe est remplacée par quelques relais et l'erreur du ventilateur est ignorée. Tous les moteurs rencontrent certaines difficultés avec le fonctionnement du système VKG. Avec l'âge, le piège à huile situé sous le collecteur d'admission se bouche et le moteur commence à transpirer de l'huile sur tous les joints. Le séparateur d'huile dans le couvercle se bouche également. Le canal de vidange du séparateur d'huile dans le bloc se bouche étroitement et les tubes deviennent raides, se fissurent et se bouchent, ce qui entraîne souvent une fuite d'huile rapide. Pour les moteurs avec un tuyau fin sortant dans le boîtier du filtre à air, c'est certainement typique du 2.4, le filtre s'encrasse en même temps et le capteur de débit massique d'air s'assoit rapidement, il doit être constamment nettoyé, heureusement le design Denso est nettoyé avec brio. Mais le capteur Bosch meurt de manière beaucoup plus fiable, il ne peut pas être nettoyé avec des solvants. Mais l'analogue bon marché de vache s'intègre parfaitement à sa place et possède une propriété secondaire agréable, le système VKG sur les moteurs 2,5T avec un tel capteur ne pollue pas autant l'admission qu'avec celui d'origine. Le système de lubrification a un maillage très fin sur l'admission d'huile et la saleté dans le carter entraîne souvent un manque d'huile, vous devez donc être plus prudent lorsque vous changez l'huile après des propriétaires imprudents et la changer généralement plus souvent. Un autre petit problème est lié au thermostat, pour une raison quelconque, il ne fonctionne pas beaucoup sur ce moteur, bien que la conception semble assez standard. Peut-être que la forme du boîtier du thermostat sur les moteurs avant le restylage contribue au désalignement de la base par rapport à l'axe, mais sur les voitures après restylage, la forme du boîtier a changé et les problèmes sont restés les mêmes. Un autre support spécifique est lié à la période de support du fabricant. Même malgré le caractère premium et le prix élevé des pièces de rechange, de nombreuses pièces pertinentes ne sont tout simplement pas en vente ou y apparaissent périodiquement. Cela est dû en grande partie aux caractéristiques russes, mais cela reste désagréable. Aux États-Unis, le service concessionnaire propose des éléments originaux même pour des modèles aussi anciens que les P1800 et 850 avec un délai de livraison minimum et à un prix très raisonnable, mais ici, il hausse les épaules même à un prix extrêmement gonflé. La gamme de moteurs 5 cylindres de la S60 est présentée principalement dans la version 2,4 litres. Les moteurs les plus populaires de la S60 sont les 2.4 atmosphériques d'une puissance de 140 et 170 chevaux, respectivement B5244S2 et B5244S. La partie mécanique est exactement la même, y compris les arbres à cam. Le régulateur de phase se trouve uniquement sur l'arbre d'admission. Parfois, on rencontre des versions de moteurs qui répondent à l'éconorme California B5244S6, elles se distinguent par un thermostat plus chaud, un état et des accessoires finalement pires, et un système de ventilation des vapeurs de carburant complètement différent, mais mécaniquement les différences sont minimes, sauf que les tubes et les joints sont différents. Ce sont des moteurs très réussis, à couple élevé et sans prétention. À tous les problèmes généraux mentionnés ci-dessus de la série, vous pouvez ajouter les fuites de la vanne du régulateur de phase, l'huile qui en sort pénètre facilement directement dans la courroie des unités supplémentaires, et la conception avec un piston et un mécanisme à vis est sujette aux fuites et est chère. Dans le même temps, le régulateur de phase est assez cher, de 220 à 320 €, et leur remplacement augmente considérablement le coût du remplacement final de la courroie de distribution. L'huile autour du carter de courroie indique que les propriétaires lésinent sur les embrayages ou remplacent les soupapes de commande d'embrayage. Il n'est pas recommandé d'utiliser des courroies bon marché, uniquement des HNBR ou HSN en caoutchouc nitrile-butadiène hautement saturé, qui ne craignent pas l'huile, ou des versions renforcées en film PTFE à partir des versions diesel. Avec plus de 250 km et des vidanges d'huile rares,